Avoir un business qui résiste au choc, avoir un business qui résiste à un tas de facteurs qu'on maîtrise pas, c'est très important quand on est entrepreneur et quand on est dirigeant d'entreprise et donc c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Philippe Bonnet. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Philippe Bonnet qui, comme d'habitude, est cofondateur de Impactified et valorisateur d'entreprise. Alors le sujet de la résistance d'un business, il est important pourquoi? Parce que de la même manière qu'on entend parler quand il y a des crises économiques, du fait que les banques sont soumises à des stress tests pour s'assurer que s'écroulent pas comme des châteaux de cartes. L'entreprise d'un entrepreneur ou d'un dirigeant a besoin de pouvoir s'assurer que la croissance va pas faire couler la boîte simplement parce qu'on n'a pas bien structuré les choses. Donc, s'assurer qu'on peut résister, s'assurer qu'on peut supporter sa croissance, c'est vital. Et puis, on va parler du sujet maintenant. Alors Philippe, le sujet de la résistance des business, c'est un sujet que on traite très souvent quand on parle à des entrepreneurs, donc on va pouvoir explorer tout ça. Il y a 5 sujets, 5 points, 5 enjeux qu'on avait, envisagés dans notre discussion. Il y avait un, le fait d'être capable de tenir sa promesse, du point de vue du produit, du point de vue de l'offre. Il y avait le sujet d'avoir un réseau qui est solide, parce qu'on n'a pas envie de se faire plomber par les gens avec qui on travaille, que ce soit les fournisseurs, des fois les clients aussi, c'est important. Il y a des sujets très techniques, plutôt barbants, la capacité à encaisser, le financier, le juridique, les choses comme ça. Il y avait le fait de comprendre son écosystème et puis il y avait le fait d'avoir une organisation qui est structurée pour durer, le fait d'avoir un plan B. Ça fait pas mal de choses. On commence par tenir sa promesse. Pourquoi est-ce que tenir sa promesse, c'est vital quand on parle de la résistance du business? Ce qui se passe, c'est que dans la logique globale de son business, des fois on l'a lancé, on avait une idée, l'idée a évolué parce que les circonstances ont fait que ce qu'on avait imaginé n'était pas tout à fait applicable en l'état. Avec quelques années et la distorsion que ça a créé, en fait, il arrive qu'il y ait dans le message qu'on envoie, dans la façon dont on fait tourner la boutique et la réception de la façon dont ça se passe par les clients, des éléments de grosses différences. Et dans la réflexion de la résistance qu'on aborde aujourd'hui, l'idée c'est de se dire par rapport à cette vision initiale que j'ai eue et que je peux recaler, et avant d'amplifier le message avec du marketing, du commercial, etc., il faut s'assurer qu'on a quelque chose qui est béton, béton en profitabilité, béton en délivrabilité, béton en capacité à assumer, assurer ce qu'on dit aux clients. Et donc, le sujet de tenir sa promesse, c'est exactement ça, à savoir qu'on ait un service qui soit en cohérence claire et directe entre ce qu'on dit réaliser et ce que le client va recevoir. De l'autre côté, il faut que ça soit profitable. Et quand on mentionne ça, toi, moi et toute l'équipe, en fait, des fois, on enfonce des portes ouvertes, mais la réalité, c'est que il y a plus d'un entrepreneur sur deux qui n'a pas vérifié la profitabilité de son service, parce qu'il raisonne de profitabilité brute, mais il n'a pas vraiment conscience de ce que lui coûte en facteur arrière sur le développement, les différents points, etc., la réalité de cette profitabilité, et des fois sur des sujets très tangentiels, genre la parité de l'euro par rapport à l'USD, parce que ils achètent des produits dans un pays, on va dire le Vietnam ou l'Indonésie ou la Chine, et ils achètent en US dollars, ils vont leur vendre en euros. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont capables de se prendre 23% comme l'année dernière sur un sujet de cette nature, et effacer en un claquement de doigts toute la profitabilité, voire engager de la perte sur un sujet. C'est également se dire que dans cette capacité de tenir la promesse, c'est qu'on a un système informatique qui puisse être remplacé au pied levé par rapport à ce qu'on a imaginé, avec des systèmes sur le cloud, ou la capacité de remplacement d'un ordinateur euh, dans les 24 heures, comme ça vient d'arriver à un client pas plus tard que la semaine dernière. Donc en fait, c'est ça, en fait, tenir sa promesse. C'est être là, être béton, et être droit dans ses bottes. Je fais une aparté rapide, mais
On l'a pas fait au début de cette vidéo, on aurait probablement dû le faire. On va remettre l'image de notre rosace qui montre un peu la manière dont nous, on parle de scaler des boîtes. Il y a différents axes pour scaler une boîte, savoir où on va, avoir une perspective. Deuxièmement, être capable de résister au choc, ce dont on parle maintenant. Troisièmement, avoir des stratégies en tout genre qui sont impactantes et qui vont là où on veut pouvoir aller par rapport à notre direction, dont on parlait juste avant. La capacité à créer des automatismes pour s'assurer qu'il y a de moins en moins d'arbitraire et que les choses sont cadrées. Le sujet du leadership par rapport aux gens, parce qu'on peut pas avoir un business sans des gens qui font tourner le business. Et puis tout ça, ça nous amène derrière à pouvoir parler d'accélération. Et donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on peut pas accélérer finalement, donc la dernière roue du carrosse, si derrière on n'est pas capable d'encaisser sa croissance, si derrière on n'est pas capable de résister au choc. Je remets ça dans la panoplie et dans la galaxie de nos discussions précédentes. Ça fait sens? Absolument, pour regarder ta métaphore, c'est pas possible d'accélérer pour faire une course sans avoir vérifié que la voiture elle tourne en ralenti correctement, qu'elle n'a pas de bruit bizarre, que quand elle est en sous-régime, ben c'est normal elle loquette, mais pas de manière euh, décalée. Donc en fait, il faut être sûr que le business model est calé, c'est ça. Donc, être capable de résister, ça veut dire avoir un business model qui est fort et qui nous permet d'encaisser notre croissance et d'encaisser les chocs. OK. Le deuxième point dont on avait parlé, c'est un point qu'on a vu avec nos clients, c'est la capacité à être résistant par rapport à ses propres réseaux. Donc, les réseaux, de fournisseurs, par exemple, et par rapport à ses clients aussi. C'est tout l'amont et tout l'aval de ce qui va faire que notre boutique va être capable de fonctionner. Donc l'amont, bah, c'est la partie fournisseur ou la partie, en tous les cas, des éléments qui vont permettre de faire la transformation. Donc ça peut être aussi bien de la production de matériel que de l'approvisionnement en main-d'œuvre. On discutait récemment avec un client qui rate 25% de son chiffre d'affaires parce qu'il est en manque de personnel. Ben, pas de personnel, pas de personnel, et pas de personnel égale moins 25% sur le potentiel du chiffre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, si ça permet de faire moins de marge, c'est bien. Si ça efface toute la marge, là, c'est très problématique. Enfin, en tous les cas, le côté approvisionnement, encore une fois, sur le côté matériel, personne, etc., est un vrai sujet. Et puis c'est concret, on l'a vu, nous aussi avec d'autres clients, qui avaient pu se développer, sur un marché à l'étranger, par exemple, et puis qui s'étaient dit: «Beh, ça marche, on a réussi à créer un système, on va aller le dupliquer. On va s'installer», on était à Hong Kong, par exemple, et on va aller s'installer aussi à Singapour. Et puis, en fait, en s'installant à Singapour, ils réalisent que ça peut plus être eux, ça doit être un partenaire, et qu'en fait, leur partenaire est pas capable, à l'heure actuelle, de pouvoir tout gérer. Donc ils s'embarquent dans quelque chose en n'étant absolument pas capable de gérer les chocs et de gérer la casse, s'il y a de la casse qui arrive, et elle finit toujours par arriver à un moment ou à un autre. C'est exact. Donc là, on est sur la partie production et entre les deux, il y a la partie distribution aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi le questionnement sur est-ce que ma capacité à développer le système commercial sur lequel je tends à m'appuyer est suffisamment étoffée pour pouvoir atteindre la dimension du chiffre que je pense atteindre. Quand on parle de distribution, on peut parler de grossistes, on peut parler de partenaires stratégiques, on peut parler d'agents, de Livreur. recommandateurs, de réseaux, on peut parler de beaucoup de choses, mais en gros, c'est ce qu'on est clair sur le mode de distribution, parce qu'il y a toute la partie fournisseur en amont, la partie distribution, et ce que tu viens de mentionner étant la troisième partie, qui est la partie production. Troisième gros enjeu dans notre sujet de résistance, ça va être les côtés chiants. Ouais. Excuse my French, comme on dit, mais les côtés pénibles, les côtés ultra techniques, les côtés ultra minutieux, la capacité de l'entreprise à encaisser, la capacité de l'entreprise à gérer le juridique, la capacité de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est important parce que là ça devient rapidement personnel, à gérer les finances. Combien de fois est-ce que dans une discussion avec un entrepreneur, quand on commence nos relations de travail, on s'est rendu compte que l'entrepreneur était le seul à avoir, accès au compte en banque, par exemple,
et que s'il lui arrivait quelque chose, la boîte était morte du jour au lendemain parce que plus personne ne pouvait accéder au compte. Ça arrive et alors heureusement ils sont pas tous morts. Mais la réalité, c'est effectivement, est-ce que je peux partir en vacances? Si oui, comment? Est-ce que je suis obligé de me connecter quand je suis en vacances? Donc en fait, quand tu dis encaisser, c'est pas une métaphore ici, c'est vraiment rentrer l'argent dans les comptes. C'est-à-dire qu'il y a le fait de euh, signer un compte, signer un client. Et d'ailleurs, quand on parle de juridique, c'est est-ce que signer un client, c'est vraiment signer un client? On va savoir est-ce qu'il y a un contrat, pas de contrat, est-ce que ça suffit qu'il ait payé pour qu'il soit client. Il y a des questions à se poser sur cette partie-là. C'est trop simple d'imaginer que le fait qu'ils aient payé soit la manifestation du fait qu'ils soient un client sans passer par la case de vérifier si le lien juridique en fait, avec un contrat est stable ou pas stable. Et quand on parle de résistance, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a les conditions de retard de paiement, est-ce qu'il y a les conditions de, de la façon dont ça va se perdurer dans le temps. Est-ce que c'est un contrat pour 6 mois, une livraison, ou si c'est pour 3 ans, renouvelable par 3 ans, etc. Il y a aussi toute la partie des suivis financiers pour pouvoir comprendre comment l'entreprise va pouvoir vivre. Euh, on a vu aussi des fois des entreprises qui progressaient à une vitesse qui était telle qu'elles finissaient par se mettre en incapacité de paiement parce qu'ils avaient oublié que quand on augmentait de plus de 40% le chiffre d'affaires, il faut acheter avec la même fréquence. Et si on n'a pas le chiffre qui permet de couvrir les achats parce que on a une marge qui est inférieure et qu'on a oublié la TVA sur le truc, et ben en fait on se retrouve en défaut de paiement pur et dur. Et on a beau expliquer ce qu'on veut aux banquiers, on peut se faire sécher sévèrement sur ce point-là si on n'a pas monté dans les éléments de résistance de la boîte les éléments financiers minimum. On ne parle pas de faire des trucs qui soient de la science atomique, mais pour pouvoir s'assurer que l'augmentation va être gérée, gérable et acceptable par rapport aux règles du jeu de notre économie. Les banquiers sont un vrai sujet de risque quand on parle de Particulièrement en ce résistance, moment. particulièrement en ce moment, et ce à différents niveaux. Il y a des sujets de banquiers qui donnent des lignes de crédit, par exemple, en vous disant là, bah, là, sur ce projet-là, vous pouvez y aller, on vous donne des lignes de crédit, allez-y gaiement. Et puis, ils peuvent du jour au lendemain sucrer les lignes de crédit et on se retrouve à poil. On a vu aussi un exemple très récemment d'une banque qui a coupé, par exemple, des comptes en banque carrément qui étaient gelés au motif qu'il y avait des transactions, qui voulaient savoir d'où sortait la transaction. Merci de nous donner les contrats, merci de nous donner les relevés, merci de prouver que la transaction est légitime. Et en l'occurrence, ben, si on a des paiements qui rentrent par Internet, parce que c'est un paiement régulier sur Internet, mais qu'il n'y a pas un contrat derrière, on se retrouve avec des transactions qu'on n'est pas capable de justifier avec sa banque, alors qu'elles peuvent être parfaitement légitimes. Et donc dans ce cas-là, la banque qui a un rôle de créateur de capacité, la banque est là pour nous permettre de faire notre boulot, devient notre exécuteur parce que la banque coupe tout. On peut plus recevoir d'argent, on peut plus payer ses équipes et donc l'aventure s'arrête de manière dramatique. Alors, le point d'ailleurs à mentionner à ce titre-là et dans les choses faciles à se poser comme au moment où on parle de ce point en termes de résistance, c'est est-ce que j'ai un deuxième compte en banque? Et beaucoup de gens vont sourire, et la réalité, c'est que c'est pas drôle du tout. Je pense pouvoir citer sans réfléchir 4 exemples d'entrepreneurs qu'on a eus et qui se sont fait euh, poser, stopper les comptes en banque du jour au lendemain, sans avertissement, en plein mois d'août, sans recommander, sans rien, et simplement parce que c'était pas anticipé, ben ils se sont retrouvés dans des situations qui étaient très compliquées euh, pour rester poli. La suite, pour continuer avec nos enjeux, le quatrième gros enjeu, quand on veut s'assurer que sa boîte peut résister au choc et qu'on a la capacité à résister à notre croissance, c'est de comprendre son écosystème. Donc les banquiers font partie de l'écosystème, mais dans l'écosystème, il y a aussi la concurrence. Comprendre sa concurrence, comprendre l'état de son marché. C'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui sont très structurés mentalement, qui réussissent, qui ont des business en plusieurs millions
et qui n'ont pas la capacité de dire combien ils ont de concurrents, où sont placés les concurrents, ce que font les concurrents, ce que ne font pas les concurrents. Euh, et donc en fait, cette partie-là est problématique à plusieurs étages. La première, c'est que elle est en général significative du fait que on a une vision qui est tronquée et que peut-être on manque des opportunités de développement de business de par ce fait. Elle est problématique parce que elle ne permet pas d'affûter autant qu'on pourrait le vouloir notre proposition de valeur et donc l'efficacité commerciale qu'on peut avoir sans même parler des autres, mais juste de soi avec l'interlocuteur. Elle est problématique enfin parce que il y a des risques systémiques aux côtés desquels on peut passer. Je prends un exemple sur lequel on bosse, toi et moi, qui est le fait que les comptables, dans le format qu'on leur connaît depuis, on va dire, plusieurs décennies, est un business model qui est en passe de s'arrêter. C'est provocateur ce qu'on dit, mais c'est une réalité sur laquelle on est fondamentalement convaincu. Et le fait de ne pas réaliser que la pire concurrence des contacts, c'est pas l'autre comptable, mais ce sont les banques et les fintechs, est un risque qui se positionne en termes de résistance de l'entreprise du comptable, puisque là on parle du cabinet comptable en tant qu'entreprise, et non pas du comptable en tant que support à l'entrepreneur, on se comprend. Et donc, Pour illustrer pour illustrer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la banque peut intégrer du service de comptabilité dans ce qu'elle fait, ce qui fait que sur une même plateforme, on peut avoir sa banque et on peut voir ses transactions, on peut mettre ses justificatifs directement sur ces transactions et finalement avoir, beaucoup de choses que le comptable va faire d'habitude qui vont pouvoir se faire de manière très automatique si on y met simplement un petit peu de suivi. Auquel cas, le rôle du comptable qui est de prendre les justificatifs, de les rentrer dans la machine et de faire la petite magie qui n'en est pas vraiment une, s'arrête alors que le comptable pourrait faire des choses bien différentes en termes d'analyse financière, en termes de retour sur, la capacité de l'entreprise à se développer, c'est ça que tu veux dire? absolument, parce qu'en fait, au-delà de ce que tu dis, c'est même capacité à créer le bilan. Il y a des programmes en SaaS qui permettent de faire bien plus que ça encore, puisqu'ils vont jusqu'à réaliser la comptabilité dans leur ensemble après avoir fait la réconciliation et tout le reste. Et c'est de ça dont on veut parler en termes de risque. 5e point, si on veut résister, il faut être organisé. Je le disais, dans notre petite intro, l'organisation, la création d'automatismes, on a des gens qui nous disent: «Oh non, mais les automatisations, faut arrêter, on veut pas des robots, on veut des humains, faut laisser sa part à l'humain, bla bla bla». Le sujet, c'est que l'humain, il prend des décisions qui sont arbitraires, alors que les automatismes permettent de créer des standards, de la régularité et de réduire le chaos. Ça veut dire qu'il faut savoir comment on fonctionne, ça veut dire qu'il faut savoir comment on s'organise, ça veut dire qu'il faut savoir avoir un plan B pour être capable de résister en cas de problème? Il y a les deux points qui sont légitimes sur ce sujet. Je pense que si on essaye de lui mettre une tête de chapitre à ce cinquième point, c'est effectivement l'organisation de plans B fiables. Et en fait, plus on est petit, plus il faut avoir des plans B. Alors la réalité, c'est que plus on est petit, plus on est agile. Mais en même temps, plus on est petit, moins on a de ressources. Donc en fait, plus on devient gros, plus on a de ressources, mais moins on est agile. Donc là, il y a une réflexion à deux échelles. C'est un, est-ce qu'on a des plans B? Est-ce qu'on a la culture du plan B? Du plan Non B. pas à faire que du plan B, mais à se dire qu'on a une organisation qui est fixe, mais qu'on est capable de l'adapter. Et de l'autre part, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a dans la façon dont on fonctionne aujourd'hui qui permet d'avoir un système de délégation non pas ultra processés comme si on était chez Coca-Cola ou Apple, qui ne sont absolument pas des modèles référents dans l'univers des PME avec lesquels on travaille, sauf à ce qu'ils deviennent en format intrapreneur. Mais une logique, au contraire, de se dire que tout le monde ne peut pas tout faire, qu'on est obligé de jouer avec ces adaptations et que la délégation est une façon en fait de contrer avec des plans B faciles puisqu'ils existent déjà dans les délégations les situations qui sont plus compliquées ou inattendues. Oui, puisque la délégation est un système en soi et donc quand on parle de délégation, on parle d'automatisation des réflexions, on parle d'automatisation de la prise de décision et cetera et cetera et cetera. Le test,
On aime bien parler de tests. Quel est le test qu'on met en place pour savoir si on est résistant? Je pense que je pourrais te poser la question parce que c'est un peu ton expression, et si? Et si on rencontrait un bus demain, qu'est-ce qui se passerait pour notre boîte? Alors oui, effectivement, c'est une façon humoristique de positionner le sujet parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent bon, est-ce que vous pouvez partir en vacances 3 mois? Donc bon, ça finit assez rapidement les discussions quand on le pose de cette façon. C'est une réalité. Par contre, si on se dit voilà, je me suis tordu la cheville, je suis hospitalisé et la tête est tombée la première et donc j'ai pas la capacité de conscience pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Comment ça fonctionne? Se poser cette question-là, effectivement, est une bonne façon d'aborder le système de résistance de sa boîte. Donc, si demain on rencontre un bus d'un peu trop près, est-ce qu'on peut tenir sa promesse en termes de vente et de produits, de délivrer? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut tenir sa promesse d'un point de vue, réseau? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut gérer les sujets techniques d'encaissement, de juridique, de financier? Gros point d'interrogation. Est-ce qu'on peut réagir à son écosystème et avoir un peu les ampoules qui s'allument au bon moment et aux bons endroits? Point d'interrogation. Et est-ce que notre organisation tourne avec des plans B qui sont toujours en capacité de fonctionner? Énorme point d'interrogation. On vous laisse avec ça. Les étapes pour mettre tout ça en bringue et en activité, une boîte qui est en phase de croissance, par quoi elle peut commencer? Ça a été posé d'une certaine façon en introduction on a mentionné, toi et moi, le fait que le sujet de la résistance, c'est de se poser la question si le business model et tout ce qui va autour est suffisamment costaud pour se dire que quand on va mettre de l'argent ou de l'énergie ou du temps ou des équipes sur le marketing et les ventes pour augmenter la, la puissance de l'entreprise, on va se retrouver avec les résultats qu'on peut attendre, ou est-ce qu'on a un intérêt à s'assurer que les points de craquage du 20-80 sont sous maîtrise. C'est pas un contre-message en disant il faut être parfait avant de lancer le marketing et la vente, et je me permets de le souligner parce qu'on est souvent à dire n'attendez pas d'être parfait pour pouvoir lancer. Par contre, empêcher d'avoir un trou au pantalon qui est plus gros que ce qu'on peut avoir à cacher pour aller à une soirée de gala, c'est un vrai sujet à se poser dans ce, dans ce moment-là d'une entreprise en phase start-up avant d'aller au scale. Quand la boîte est en phase de scale, pour le coup, les étapes à venir? Je pense pouvoir résumer de la façon suivante, c'est que quel est le système que vous avez mis en place pour vous assurer de manière régulière que les basiques de votre boîte sont sous contrôle. Donc en gros, c'est Par quelqu'un d'autre? avoir un système d'analyse de la résistance, une personne qui est en charge de ça et une personne qui est là en backup de celle qui est en charge pour s'assurer que celle qui est en charge, bah, si elle est en charge, elle le fait bien et si elle n'est pas là, que cette personne puisse alerter en disant on a un problème sur la résistance. En gros, c'est sous la ligne de flottaison, hein. Donc là, on est vraiment dans le dur de la boîte. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui? On a fait le tour? Oui, je pense, ouais. Bon et puis, ben, comme d'habitude, si vous voulez explorer un peu plus le sujet, vous savez quoi faire. Prenez contact avec les valorisateurs d'entreprise et les facilitateurs de croissance d'Impactify et puis nous, ben, on vous dit, à la prochaine. Salut Philippe. Salut Antoine, à bientôt. Hey, psst, si vous avez trouvé cette vidéo utile et à votre goût, alors pensez à laisser au moins un like et un petit commentaire en dessous. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour regarder les autres vidéos de la chaîne pour toujours plus d'astuces pour scaler votre business et faire de mieux en mieux. Et puis moi, eh ben, je vous retrouve dans la suivante. À la prochaine.